Bonsoir, soyez le bienvenu. Bonsoir. Un mot tout d'abord du remaniement ministériel. Trois proches du président sont nommés ce soir. Oui, je crois que ce remaniement montre bien l'isolement qu'est celui du président de la République. C'est pas la première fois qu'il était en difficulté pour essayer de trouver de nouveaux ministres. Vraisemblablement, ça ne se bouscule pas au portillon pour entrer au gouvernement. Qui plus est, là, on voit que ce sont des très proches, donc c'est vraiment la base étriquée de la Macronie. Problème de ressources humaines. Sans doute, et puis je mets en garde aussi sur le signal politique que ça envoie, parce que tout de même, depuis maintenant 4 mois, une majorité de Français, par-delà d'ailleurs les Gilets jaunes, veulent le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, et Madame de Montchalin était l'une des plus fières de dire que justement cette majorité l'avait supprimé. De la même manière, les Gilets jaunes manifestent depuis 4 mois pour la justice sociale, pour l'augmentation des minima sociaux, et Madame Ndiaye est notamment celle qui était à l'origine de la séquence sur le pognon de dingue. Donc je trouve que dans le moment politique que nous vivons, c'est un signal qui n'est pas le bienvenu par ailleurs. Alors avec votre alter ego, François Ruffin, vous avez décliné cette semaine l'invitation du chef de l'État à l'Élysée. Il était question du grand débat, sortir de la crise, trouver des solutions de manière collective. Est-ce que c'est pas ça l'intérêt national? Alors justement, je crois que c'est ce qu'il nous faut, sortir de l'impasse politique. Et le refus d'être présent à l'Élysée ce vendredi ne vaut pas refus de discuter avec le président de la République. Je lui ai d'ailleurs écrit, nous avons publié cette lettre dans laquelle je lui dis que je suis disposé à lui donner mon appréciation de la situation politique et mes solutions. Mais je ne souhaitais absolument pas donner le moindre crédit à ce grand débat national. Je m'explique, pour moi cette opération, c'est une opération de communication qui sert les intérêts du président et non pas des Français. Et c'est bien ce qui me pose problème parce que plutôt que de gloser sur les 1 million de contributions, la vérité c'est qu'il y a quelque chose comme 170 000 contributeurs, c'est 1% du corps électoral, c'est très peu. C'est un échec ce grand débat, il n'a de grand que le nom. Pourquoi ? Emmanuel Macron ferait bien de s'interroger. C'est lui qui a tué dans l'œuf ce grand débat national en disant dès le début, c'est moi et moi seul, monarque présidentiel, qui à la fin prendrait la décision et surtout, on va parler de tout, mais on ne pourra pas changer le cap présidentiel. Je crois que le moment que nous vivons est une injonction à tout changer. Alors on est d'accord ou pas. Moi je considère que c'est une opportunité, pas une menace. Et que surtout dans une impasse comme celle-ci, un tel conflit entre la représentation politique et le peuple français, l'issue normalement en démocratie, en République, c'est par le vote, c'est par les urnes. Or Emmanuel Macron ne souhaite pas qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée. Je crois que s'il ne veut pas accueillir les revendications, il serait pourtant bien inspiré de le faire. Vous aspirez à cela, de nouvelles élections législatives pour sortir par le haut de la crise, c'est ainsi que vous voyez les choses ? Moi je vais vous dire, je suis favorable à un grand débat, mais à un grand débat qui soit conséquent, c'est-à-dire un grand débat constituant. Je pense qu'il est venu le temps, compte tenu de l'abstention considérable, compte tenu de cette coupure qu'il y a entre les politiques au sens large et le peuple français, c'est le moment de remettre tout le monde autour de la table, un peu comme Emmanuel Macron a prétendu le faire, mais non pas pour une opération qui lui serve, lui, ses intérêts, mais pour redéfinir ensemble une nouvelle constitution, quels sont les droits qu'on se reconnaît. C'est vrai que la Ve République est plus qu'obsolète dans ses fonctionnements. Donc c'est le moment de le faire. Et je crois que c'est précisément une capacité à sortir par le haut de la situation. Parce qu'il soit question de l'urgence sociale, qui est au cœur des revendications. Ou même, j'ai envie de vous dire, de l'urgence climatique. Quand vous voyez les mots d'ordre mis en circulation par les jeunes qui se mobilisent, c'est pas Monsieur Macron, verdissez un peu votre programme et interdissez les pailles et les toilettes en plastique, c'est changer de modèle économique. Les experts nous disent, vous avez 12 ans pour changer de modèle économique. Et nous, que faisons-nous ? Le pire serait que d'une situation comme celle-ci, on revienne à l'état précédent. Je vous le dis, c'est un point de rupture. Maintenant, c'est le temps de la réponse politique. Alors le temps presse, dernière ligne droite pour les élections européennes. Tous les partis sont désormais en lice. Manon Aubry pour la France Insoumise. Sa liste est créditée de 8%. C'est bien peu, mais où sont donc passés les 17 millions d'électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour de l'élection 7 millions, en effet, et charge à nous de les mobiliser. Il y a une chose qui est certaine, c'est que moi, je ne m'inquiète pas trop des sondages, dans la mesure où 2 mois avant l'élection présidentielle, on était loin du score que nous avons obtenu en définitive. La réalité, c'est que ce 26 mai, nous avons besoin de le faire entrer dans les têtes. Nous sommes en campagne depuis le mois de décembre avec un programme. Convenez que c'est mieux pour faire campagne. On est les seuls, je crois, à avoir un programme ficelé. Bien évidemment, pour parler des enjeux européens, du fait que face aux défis auxquels nous sommes confrontés, j'ai parlé de l'enjeu climatique, mais également de la question sociale, les traités, l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, nous empêchent d'y répondre. La machine est enrayée depuis quelques mois. 8% des intentions de vote pour ce test qui pourrait être le vôtre. En tout cas, la machine n'est pas enrayée. Si ça peut vous rassurer, on est en campagne partout. Je crois que nous sommes l'une des seules forces politiques à être autant déployées sur le terrain. La vérité, c'est quel est le tableau que nous avons sous les yeux. Au-delà de l'enjeu des élections européennes et l'enjeu du Parlement européen, qui est au cœur de notre programme, il y a le contexte politique particulier que nous connaissons ici en France. On a la moitié du peuple français à peu près, qui est encore à cette heure, soutien des Gilets jaunes. Mais beaucoup plus de Français, beaucoup plus,
qui sont d'accord avec l'essentiel des revendications, vous le savez, sur l'ISF, sur le RIC. Et on voit bien malgré tout dans les sondages qu'Emmanuel Macron pourrait tirer son épingle du jeu. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens font le choix de ne plus aller voter. Donc moi je passe un message ce soir, le 26 mai, ne laissez pas M. Macron gagner. Si vous avez un compte à régler avec lui, plutôt que de rester chez vous, sachez que ses électeurs à lui vont se mobiliser. Le 26 mai, soyez prévenus, mobilisez-vous, votez et dites non à Emmanuel Macron ici en France, mais à sa politique à l'échelle de l'Union européenne, sachant que à peu près tout ce que l'on vote ici en France est quasiment traduit toujours de directives de l'Union européenne. Nous verrons ce qu'il en est le 26 mai prochain. Un grand merci Adrien Quatennens d'avoir accepté l'invitation du Soir 3.